voyez, je suis assis dans une authentique voiture qui a participé aux 24 heures du Mans, car nous sommes ici aujourd'hui dans le musée consacré à la célèbre course connue dans le monde entier et qui se déroule chaque année dans la Sarthe. Et nous allons rencontrer son directeur Fabrice Bourrigaud. Bonjour, Fabrice Bourrigaud, je suis le directeur du musée des 24 heures, un enfant du Mans qui est tombé dans la grande histoire de cette course magique. Et je suis ravi de vous accueillir dans ce musée pour découvrir tout ce qu'on peut y présenter. Fabrice, bonjour. Bonjour. Donc les 24 heures du Mans vont avoir 100 ans en 2023. On est ici dans le musée des 24 heures du Mans, de cette course légendaire qui se déroule tous les ans dans la Sarthe. Mais qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Pas seulement des voitures de course. Exactement, ce musée il a été créé en 1961. Donc c'est déjà quand même très tôt que l'Automobile Club de l'Ouest s'est préoccupé de son histoire. Et en fait, ce musée, effectivement, c'est d'abord une formidable machine à remonter le temps. C'est un véritable outil pédagogique, un outil de transmission de savoir pour raconter une histoire. Ici, quand on franchit le seuil de la porte, c'est « Il était une fois », l'histoire de l'automobile en Sarthe, la création des 24 heures du Mans et comment s'est déroulée à travers les âges cette formidable épopée, cette formidable course automobile qui est connue dans le monde entier. Alors, la Sarthe entretient un rapport étroit avec l'histoire de l'automobile et des véhicules un peu pionniers, notamment par la famille Bollée. Vous pouvez nous raconter un peu tout ça? Oui, je pense que si les 24 heures sont au Mans et pas ailleurs, à Dunkerque ou à Biarritz, c'est parce qu'en fin du 19e siècle, vous avez une famille d'industriels, de fondeurs de cloches, ils fabriquaient des cloches pour les églises. La famille Bollée, dans la région de l'Orléanais, décide de migrer pour des questions pratiques, et en particulier parce que le Mans était très bien situé, décide de migrer ici, au Mans dans la Sarthe. Et Amédée Bollée, le père, et ses deux fils, Amédée fils et Léon, se sont intéressés au balbutiement de l'automobile, au passage de l'hippomobile à l'automobile, à la conception des premiers moteurs à vapeur, puis des moteurs à essence, des moteurs à explosion. Et c'est probablement parce qu'il y a ces Bollée qui ont fabriqué des automobiles que vous avez ici tout un tas de, je dirais, d'influenceurs, on dirait ça aujourd'hui, de chefs d'entreprise qui se sont dit « Ah tiens, ce truc qui arrive, l'automobile, c'est un véritable facteur de progrès pour l'humain, pour l'être humain, pour le genre humain. » Et donc on s'y intéresse et on va essayer de mettre en place quelque chose autour. D'où la création de l'Automobile Club de la Sarthe en 1906. Et puis la volonté, par la compétition, en créant le Grand Prix de 1906, la première compétition au monde sur un circuit fermé, puis en allant imaginer en 1923 les 24 heures du Mans, et bien démontrer par cette compétition, qui est finalement assez naturelle chez l'homme, chez l'être humain, que bien, l'automobile est un facteur de progrès pour l'être humain, et puis surtout que cette compétition va permettre d'améliorer les machines, de montrer les savoir-faire et les technologies. Ouais, c'est un formidable terrain d'expérimentation pour les nouvelles technologies qui vont faire l'histoire de l'automobile en fait. C'est aussi ça que raconte ce musée. Oui, depuis le début, c'est à la fois l'automobile et la périphérie, parce que de tout temps, les 24 heures ont contribué. Les chaussées, les premiers revêtements bitumés, c'est au Mans. Les marquages réfléchissants pour signaler des virages, la bande axiale qui sépare la chaussée en deux, c'est né au Mans par la compétition. Et puis bien évidemment, il y a la sécurité des pilotes, tous ces éléments de périphérie autour de la voiture, et puis les technologies. C'est au Mans qu'apparaissent... nous sommes dans le secteur des voitures très anciennes, des torpédos. Eh bien, en 1926, on est 3 ans après la création de la course, Lorraine Dietrich, une marque française disparue aujourd'hui, va imaginer, parce que c'est une course de 24 heures, il y a un cours d'eau qui traverse le circuit, on a beau être au mois de juin, eh bien, il y a des brumes matinales avec la confrontation de la chaleur et de l'eau, c'est gênant, et donc Lorraine Dietrich va imaginer le premier phare anti-brouillard, par exemple. C'est la première des grandes innovations qu'on va rencontrer. Puis après, il y aura le frein à disque, il y aura des systèmes de liaison radio, les pneus à carcasse radiale, etc., etc. Alors vous qui connaissez par cœur l'histoire des 24 heures, on s'entend, bientôt 100 ans. S'il y avait une édition à retenir pour vous, ça serait laquelle? C'est super difficile. Choisir, c'est renoncer, mais j'ai envie de dire, ça sera court, mais 1923, la première quand même, parce que cette idée géniale de faire courir sur 24 heures, ce qui n'est pas une nouveauté, il y a eu le bol d'or moto a été créé en 1922. Mais je pense que le package créé par l'ACO, par Georges Durand, le secrétaire général du club, Charles Farou, journaliste à l'auto qui va écrire le premier règlement, cette volonté de faire non seulement un spectacle sportif,
mais un véritable laboratoire de démonstration pour les marques va fonctionner pleinement. Donc 23, dont on voit l'affiche tout au fond derrière moi, finalement, dès la première année, il y a tout là-dedans. Il y a l'enjeu sportif, il y a l'enjeu technologique, il y a cette grande fête populaire. En fait, elle fixe en fait un ADN qui existe toujours quasiment 100 ans après. Alors, au-delà de 1923, j'ai quand même envie de citer 1949, parce que 49, c'est la première édition courue après la Seconde Guerre mondiale, vous vous rendez compte quand même. Les 24 heures s'interrompent après l'édition de 39, pendant 10 ans, c'est un temps de guerre, le circuit est dévasté par les bombes, il est pillé, et les dirigeants de la CO n'auront de cesse, dès 1946, que de vouloir relancer leur épreuve. Et il va leur falloir 3 ans pour lever des fonds, trouver les moyens de réorganiser la course. Et je trouve que c'est... pour ces dirigeants de l'époque, ça montre leur qualité d'endurance, d'abnégation, la force de caractère, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de relancer quelque part le sport, l'économie. C'est intéressant pour ça. C'est intéressant aussi parce que dès le début, l'épreuve va redevenir une grande épreuve internationale. Et immédiatement, la première affiche, la couverture du programme de l'époque, c'est une map monde qui relie différents drapeaux. Et on a envie donc, à travers ça, d'arrêter la guerre et de retrouver un moyen de lutter de façon sportive et loyale. Et surtout, c'est la première année d'après-guerre, donc c'est les débuts de Ferrari, puisque la marque qui gagne cette édition de 49, c'est la marque Ferrari, qui est une marque toute jeune, elle est née en 47, c'est aujourd'hui probablement la marque automobile la plus connue au monde. Donc 49 concentre beaucoup de choses, mais j'en ai pas fini, j'ai envie de parler de 66. 1966, c'est une des grandes périodes, certains disent l'âge d'or des 24 heures du Mans, c'est le duel Ferrari-Ford. Donc c'est un choc de culture. Et qui est raconté dans ce film. Dans le fameux film Le Mans 66, qui a succès mondial, Matt Damon, Christian Bale, nommé aux Oscars, deux Oscars techniques, 25 millions de spectateurs dans le monde. Donc c'était un formidable booster pour les 24 heures du Mans, vous vous rendez compte quand même. Une course qui est un événement sportif porté 2 fois à l'écran par Hollywood. C'est incroyable. Steve McQueen dans les années 70, Matt Damon, Christian Bale en 2019-2020. Et donc cette édition, finalement, elle était quasi idéale. C'est pour ça que le film a très bien marché, parce que c'est quasiment un scénario de cinéma sans rien y toucher. Voilà, encore une fois, des chocs de culture, le géant américain Ford, le Taylorisme, etc. Et puis le petit constructeur artisanal italien Ferrari, choc de culture, les personnalités. Henry Ford, Enzo Ferrari font partie des grands personnages de l'histoire. Ce sont 2 personnes que tout le monde connaît, au même titre que des grands chefs d'État, éventuellement un grand musicien, etc. Et donc le duel entre les deux, le déroulement de cette course, les péripéties, c'est un drame, c'est un western mécanique. Cette édition-là, elle est extraordinaire. Donc je vais m'arrêter là, mais on peut encore en trouver quelques-unes comme ça qui sont vraiment des éditions qui montrent avant tout que cette course, c'est une formidable aventure humaine. Voilà, on est quelque part entre la mythologie, le western. Bien évidemment, il y a des enjeux mécaniques, il y a eu des innovations de fait, mais la place de l'homme, elle est centrale dans notre épreuve. Alors ce musée, Fabrice, est-ce qu'il est vraiment grand public ou plutôt destiné à un public vraiment de connaisseurs, d'amateurs de courses automobiles? Alors, ce musée, il est grand public. On a sur à peu près 4000 m², 140 véhicules d'exposés, 70, je dirais, purement sur l'histoire des 24 heures du Mans, et 70 autres qui nous parlent soit de la moto, soit de la naissance de l'automobile, la genèse ici en Sarthe, avec les bolets et les autres, les voitures à vapeur, etc. Donc, c'est un musée qui est très familial, qui n'est pas un musée technique. Et moi, j'aime avoir les familles venir et trouver différents prismes, je dirais, pour rentrer dans leur balade, dans leur visite, et se raconter leur propre histoire. J'en veux pour preuve, au centre du musée, nous avons une collection de miniatures absolument incroyable. À défaut d'avoir toutes les voitures des 24 heures du Mans, c'est un fantasme pour un patron de musée comme je le suis, eh bien on les a en miniature au 43e. C'est un véritable espace Madeleine de Proust. Et cet espace fonctionne parce que les familles y arrivent, les parents avec les enfants, les grands-parents, les ados avec le papy qui les a amenés, enfin peu importe. Et en fait, bien, cette collection de miniatures, elle ramène à l'enfance, elle ramène aux jouets, et on va y chercher son année de naissance.
on va y chercher la marque de voiture que papa a eue lorsqu'il a eu sa première auto. On va y regarder l'esthétique, le design, le parcours, puisqu'on explique sur les cartels les personnages qui ont évolué sur ces voitures. Les premières femmes, par exemple, qui ont couru au Mans, un champion olympique qui prend le volant des 24 heures du Mans, un champion olympique d'haltérophilie qui devient pilote. Ce sont des histoires romanesques. Donc, entre l'esthétisme, l'histoire des marques, les époques, les décorations, en fait, les angles d'attaque sont multiples. Et je n'ai jamais vu personne ressortir déçu de sa visite du musée. Et il ne faut surtout pas être technicien. Enfin, on peut s'intéresser, bien évidemment. On a des gens qui aiment la mécanique et des gens qui sont curieux de la mécanique. Mais on peut surtout aussi s'intéresser à autre chose. Et c'est ça qui est génial. Alors, quelle est la fréquentation annuelle moyenne du musée? Est-ce que l'affluence est vraiment tributaire du Covid? Alors du Covid, oui. Forcément, mais aussi des 24 heures. Est-ce qu'il y a plus de monde à venir au moment des 24 heures au mois de juin, tous les ans? Alors, ce musée a considérablement développé ces 3 dernières années sa fréquentation. En 2019, nous avons reçu un peu plus de 124 500 visiteurs. C'est l'année record. Alors, c'est évident que 2020 est une année un peu plus compliquée, mais elle l'est pour tout le monde. Et pour autant, les mois où on a été ouvert, nous étions sur des bases plus élevées que cette année record. Et je pense qu'on a vraiment du potentiel. On peut rêver à 200 000 visiteurs par an au musée des 24 heures, parce que, je veux dire, quand on va à La Baule ou au Guilvinec, on s'intéresse à des histoires de marins. À Chamonix, au Mont Blanc, à la montagne et à la mer de glace. Quand on vient au Mans, il n'y a pas que ça, bien évidemment, et heureusement, mais on s'intéresse quand même beaucoup à cette histoire de sport mécanique des 24 heures du Mans. Donc c'est vraiment un centre d'intérêt, c'est une attraction naturelle, je dirais, pour les visiteurs, et puis pour un instrument de fierté aussi pour les gens du cru, avec, je dirais, cette capacité, par tout ce qu'on produit tout au long de l'année dans le musée, à y revenir plusieurs fois et à y trouver de l'intérêt 3, 4, 5 fois dans l'année. Alors oui, les 24 heures du Mans, bien évidemment, les événements de manière générale, mais les 24 heures du Mans ont une influence sur les visiteurs qui viennent au musée. Il y a un gros 20 000 spectateurs, visiteurs qui viennent visiter le musée pendant, je dirais, la grande quinzaine des 24 heures du Mans. Mais sinon, les grands pics, qui sont même globalement plus forts encore que les 24 heures eux-mêmes, c'est, je dirais, toutes les périodes de vacances scolaires. Les vacances de Noël vont l'être, les vacances d'été. Alors voilà, la très haute saison, c'est juillet-août, incontestablement. Et à chaque fois qu'on a des vacances scolaires. Et on parle bien d'une clientèle internationale. Oui, honnêtement, quand ce musée a des visiteurs, ce qui est le cas normalement 363 jours par an, nous ne sommes fermés que le 25 décembre et le 1er janvier, je vous promets que c'est assez incroyable. Même un jour en semaine, en plein mois de janvier ou de février, on est un mardi ou un jeudi, vous entendez parler espagnol, anglais ou un fort accent américain et vous trouvez des gens, des Argentins ou un couple de Néo-Zélandais ou une famille de New-Yorkais qui passe par le Mans et qui vient voir une histoire dont ils ont entendu parler chez eux. Donc c'est un mélange cohérent de visiteurs touristiques, passionnés ou pas, mais qui savent que c'est une histoire importante, donc on vient à la rencontre de ce musée. Et puis c'est aussi un instrument de fierté, encore une fois, les Manceaux, les Sartois, ils viennent, ils reviennent pour leur plaisir, mais aussi pour amener leur famille, leurs amis, et leur faire découvrir un peu la fierté de leur département, de leur région. Alors parmi tous les véhicules qui sont exposés ici, lesquels rencontrent le plus franc succès? Est-ce qu'il y en a vraiment qui ressortent du lot et qu'en général les gens vont voir et se passionnent pour oui, celle-ci? Le secteur des 24 heures du Mans. Si on vient au Mans, on vient entendre parler de 24 heures du Mans. Donc il y a des icônes. Voir les premiers torpédos comme ceux qui sont à côté de nous en ce moment, oui, la Ferrari 166 MM de 1949 aussi. Et puis les grands modèles mythiques, la Ford GT40, on en a parlé avec le duel du film, la Porsche 917, icône parmi les icônes, voiture extraordinaire par son aérodynamisme, 2 victoires au Mans. Et nous avons la chance dans nos collections d'en avoir une avec une version de carrosserie longue, il n'y en a que 3 au monde. Donc ça, ce sont des voitures qui font rêver les gens, puis même des autos plus récentes. Qui représentent les victoires d'Audi dans les années 2000. Audi qui vient d'annoncer son retour au Mans, l'histoire se répète.
et la Porsche 919 hybride, qui d'ailleurs nous a été offerte une donation au musée des 24 heures par Porsche lors des dernières 24 heures, il y a tout juste quelques semaines, et qui est un prototype extraordinaire. Et il faudra peut-être mesurer un peu avec le temps combien cette machine faite pour gagner les 24 heures, je dirais en ce moment, est peut-être ce qui a été la voiture la plus extraordinaire de toute l'histoire du sport automobile. Donc il y a ça, et pour autant je ne veux pas écarter toutes les machines, voire certaines motos, mais les autres véhicules généralistes qu'on a, forcément les véhicules du début de l'automobile ici en Sarthe, les véhicules Bollé, c'est extraordinaire. Mais on a parmi les premiers véhicules électriques, la Socema Grégoire, une voiture avec un moteur qui est une turbine d'hélicoptère, une voiture qui a inspiré le grand dessinateur Franquin pour faire la turbotraction dans la bande dessinée Spirou. La seule chenillette encore existante authentique de la fameuse croisière jaune. On a un certain nombre de pépites, là encore, associées à l'aventure, pas des 24 heures du Mans, mais l'aventure du monde, je dirais, de manière générale, qui sont de véritables trésors et qui plaisent au public. Alors auprès de qui vous récupérez ces véhicules, parce que ça va valoir pour certaines des fortunes, véritablement? Alors on a cette chance. L'ACO a cette chance d'avoir écrit une partie de l'histoire automobile, d'avoir été un grand témoin de cette histoire et d'avoir offert, je dirais, aux constructeurs, aux concurrents, un terrain de jeu et une caisse de résonance mondiale. Et du coup, ça nous a permis, à travers les époques, de récolter par la donation une très grande majorité de cette collection. Aujourd'hui, 70% de ce qui est exposé là fait partie des collections d'Automobile Club de l'Ouest et du musée, et quasiment l'intégralité s'est fait sous la forme de donation. Alors quelques-unes ont été achetées, on a parfois cédé un véhicule qui avait moins d'intérêt pour nous, et ça nous a permis, par exemple, d'aller chercher cette Tracta, innovation de la traction avant, 24 heures du Mans, elle est authentique, elle est dans son jus des 24 heures 1929, c'est un monument national automobile, il ne fallait pas la laisser partir, là on s'est positionné. Mais globalement, on est plutôt sous une politique de donation. Et puis le reste, les 30%, eh bien, ce sont des accords que nous avons avec d'autres musées, des musées de marque, musée Porsche, musée Audi, qui nous fournissent à long terme des voitures, je pense à Renault aussi, ou alors des collectionneurs privés, des gens passionnés qui aident justement à préserver tout ce patrimoine et qui nous confient leurs voitures ou leurs motos pour des longues périodes. Alors ce musée, c'est une exposition permanente sur tous ces véhicules qu'on voit autour de nous, mais viennent se greffer aussi des expositions temporaires. La dernière en date, c'était sur la Porsche 917, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il faut que ce musée vive. Alors il y a de l'intérêt par les collections permanentes, mais effectivement on organise plusieurs grandes expositions temporaires, un peu comme la mode, printemps, été, automne, hiver, il y en a 2 très grandes. Et en ce moment, donc automne-hiver, on est sur l'histoire de cette Porsche 917 qui est une des grandes icônes de l'histoire des 24 heures du Mans. Encore une fois, il y a la Jaguar D, il y a la Ford GT40 et la 917, c'est peut-être même l'icône parmi les icônes, parce que fin des années 60, lignes somptueuses, des décorations incroyables qui s'associent au mouvement du pop art. On est dans la suite logique de Woodstock, de Jimi Hendrix, de la libération un peu culturelle. Les jeunes s'émancipent beaucoup. Donc cette voiture, du coup, elle retrouve de ça. En même temps que c'est une bête de course qui va gagner les plus grandes épreuves au monde, et 2 fois les 24 heures du Mans en 1970 et en 1971. Donc cette exposition, à travers 7 machines authentiques, vraie gagnante des 24 heures du Mans, vraie gagnante de Daytona, modèle exceptionnel, la seule qui a été transformée pour rouler sur la route, une des 3 authentiques machines en version longue, celle de notre musée. Donc on a aujourd'hui une exposition de dimension mondiale qui raconte les premières victoires de Porsche aux 24 heures du Mans. Alors, indépendamment de la situation sanitaire, quelles sont les prochaines expositions en perspective? Et peut-être aussi en vue du centenaire en 2023, il y a sans doute des choses qui sont prévues au musée. Forcément, beaucoup de nos expositions sont bâties sur le thème des anniversaires et de manière un peu logique, sont centrées vers l'histoire des 24 heures du Mans. Alors d'abord, première chose, on va fêter cette année l'anniversaire du musée des 24 heures, créé le 9 juin 1961. Donc on va fêter les 60 ans de ce musée et on va retrouver des choses tout au long de l'année. Et puis après, probablement que pour la grande exposition printemps-été,
On va parler du pays du soleil levant avec un constructeur japonais qui a trouvé le chemin du succès après des années et des années de lutte. Et c'est intéressant finalement de voir une marque finalement assez jeune, je dirais, par rapport aux autres, et de voir comment on peut présenter son histoire au Mans, d'autant qu'elle est aussi une des premières à rejoindre la nouvelle réglementation et les hypercars. Donc on va essayer de montrer cette histoire-là. Et puis pour l'automne-hiver, on va peut-être rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus historique. Ce sera peut-être tourné autour de Jaguar, qui a gagné pour la première fois le Mans en 1951, donc 70 ans de la première victoire. Jaguar, marque légendaire, avec des autos dont on se rappelle, les types C, les types D, les autos qui ont gagné au cours des années 80, et qui a amené une innovation majeure, par exemple, comme le frein à disque. C'est sur les Jaguar type C en 1953 que c'est apparu. Donc voilà, de belles thématiques. Les 24 heures du Mans, cette histoire est tellement grande, tellement riche, tellement multiple que par le prisme d'une année, d'une édition, d'un duel, d'un pilote, d'une marque, en fait, c'est vraiment, j'allais dire, on n'a aucun mérite, j'espère un peu quand même, mais en tout cas, on a la matière, et si jamais on disait, ah tiens, qu'est-ce que je vais faire cette année, je ne sais pas, ça ne serait pas normal, quoi. Au contraire, on a tellement de choix qu'il faut renoncer à de jolies choses. Alors on va arrêter de parler d'histoire pour terminer et juste parler un peu d'avenir, parce qu'à l'heure de la transition énergétique, toute la remise en cause écologique, voilà, et qui emporte un peu avec elle le monde de l'automobile, quel est l'avenir d'une épreuve comme les 24 heures du Mans et plus généralement de l'épreuve automobile? Elle est en question, est-ce qu'elle est même compromise? Pour moi, elle est toute tracée. L'ADN des 24 heures du Mans depuis 1923, ça a été d'être un spectacle sportif, certes, et ça marche toujours. Les gens ont besoin de rêver, ont besoin de loisirs. 49, quand on reconstruit les 24 heures après une période difficile, les gens avaient le culte des héros, avaient besoin à nouveau de retrouver du plaisir. Ça va exister encore et toujours tant que l'être humain sera là. Et puis bien évidemment, au-delà de ça, il y a le fait que les 24 heures du Mans ont toujours été une plateforme technologique. Et cette automobile, dans laquelle on croit toujours comme facteur de progrès et facteur de liberté pour l'être humain, il est en train de muter, ce qui est normal parce que la société bouge, on doit préserver notre planète, on doit faire attention aux consommations, à la pollution, etc. Pour parler, je dirais, en vulgarisant un sujet qui est éminemment technique. Et aujourd'hui, le règlement des 24 heures du Mans, il l'était déjà, mais il l'est encore plus parce que les exercices qu'on va imposer demain, c'est-à-dire dès 2021, et puis pour les années à venir, aux concurrents, aux constructeurs qui vont venir au Mans, ce sera imaginer des voitures performantes, mais qui vont consommer moins, qui vont être de plus en plus fiables, qui vont être respectueuses de l'environnement. C'est le projet de l'hydrogène que la CO a développé depuis des années, qui supporte, je dirais, un projet hydrogène qui va encore mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Il faudra peut-être attendre 2024 avant de voir des voitures avec cette technologie lutter pour la victoire aux 24 heures du Mans. Mais en tout cas, aujourd'hui, entre le tout électrique un peu bling-bling, façon greenwashing qu'on a pu voir apparaître dans certaines compétitions, chez nous, la technique, elle doit être utile et elle doit servir. Et aujourd'hui, je vous jure qu'il n'y a pas un, il n'y a pas 5, il y a beaucoup plus de constructeurs automobiles qui sont intéressés par le format des 24 heures et cette solution d'hydrogène qu'on est en train de pousser parce que c'est une véritable voie pour le futur, justement, du déplacement individuel, voire du déplacement collectif. Fabrice, merci de nous avoir fait partager votre passion et toutes vos compétences. Et on souhaite longue vie, évidemment, à ce musée et aux 24 heures encore. Venez nous voir, nous, et puis les autres musées et les autres sites touristiques, parce que la culture, c'est important.